merci de nous suivre sur Medi 1. Bienvenue dans ce Talk Afrique. Pour la réalisation de certains projets en Afrique, beaucoup de pays ont besoin des financements internationaux. Ces projets visent quelquefois à améliorer la compétitivité des économies, les capacités des micro, petites et moyennes entreprises et les investissements du secteur privé en Afrique. Cependant, selon certains experts africains, dresser les plans de développement et solliciter davantage d'efforts financiers auprès des partenaires étrangers constituerait une pression supplémentaire sur les économies africaines. Quelle stratégie faut-il mettre en place afin de permettre aux États africains de disposer de ressources suffisantes pour financer leur développement? Comment les États devraient-ils associer le secteur privé dans ce processus? On en parle avec nos deux invités déjà sur ce plateau. Mounirou Alioune Kane, économiste. Vous êtes chargé de projet à Enda Kassid. Merci d'être là. Merci à vous. Plaisir d'être sur le plateau de Talk Afrique. Le plaisir est partagé. En face de vous, Mamadou Ndiaye, vous êtes journaliste, directeur de publication de imedia.sn, également spécialiste des questions économiques. Oui, merci d'être là. Merci Samy, merci. C'est un plaisir justement de partager le plateau avec M. Kane. Très bien. Les pays d'Afrique reçoivent beaucoup de financements internationaux pour des projets à concrétiser à moyen ou à long terme. Je me tourne vers vous, Alioune Kane, mais peut-on vraiment développer un pays sur la base de ces financements étrangers? Merci Simi. Très bonne question. Peut-on compter sur les financements internationaux pour développer nos économies? D'emblée, je dirais non. Je dirais non parce que tout simplement, ces financements qui nous parviennent ne couvrent pas l'ensemble de nos besoins déjà et sont souvent dans des secteurs qui, aujourd'hui, nous avons constaté qu'ils ne sont pas assez rentables pour nos économies. Pour nous, il faut d'abord asseoir une industrialisation qui puisse permettre de créer de l'emploi, qui puisse nous permettre de transformer nos produits, nos matières premières sur place et de créer cette valeur ajoutée-là qui puisse permettre à nos économies de se diversifier d'une part, mais aussi de pouvoir se prendre en charge face aux mutations du monde actuel. Les financements internationaux, vous le constaterez, c'est soit des institutions publiques, c'est soit le secteur privé international, c'est soit aussi nos migrants qui quand même font effectivement des envois qui puissent nous permettre d'avoir des sommes pouvant nous permettre de régler quelques questions. Ça veut dire que ce n'est pas mauvais d'avoir quand même ces financements internationaux, c'est bien cela. Oui, c'est positif. Ce n'est pas mauvais en soi, surtout que nous sommes des pays en voie de développement ou des pays pauvres, et que ces pays ont besoin effectivement de ces financements-là pour pouvoir résoudre un tant soit peu quelques problèmes. Vous le constaterez d'ailleurs dans la plupart des pays africains, vous consultez la nomenclature budgétaire de nos pays, vous y voyez effectivement des rubriques qui sont liées effectivement à ces financements internationaux ou qui sont liées à des dons. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Nous sommes des pays qui, dans nos budgets aussi, nous comptons sur les dons, nous comptons sur les financements internationaux pour pouvoir effectivement résoudre un tant soit peu quelques problèmes auxquels nous faisons face. Mais ce qui est important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, les évaluations qui ont été faites ont effectivement clairement montré que ces financements-là, au-delà d'être accessibles, rencontrent d'autres obstacles sur la mise en œuvre et sur l'utilisation. C'est la question de la bonne gouvernance, c'est la question de la corruption, c'est la question de la bonne gestion de cet argent-là et c'est la question de la concrétisation des projets vers lesquels effectivement ces financements sont destinés. Et c'est autant de questions, autant de défis auxquels nous faisons face et qui font effectivement que quelle que soit la manne financière qui entre dans ce continent-là, c'est une manne financière qui aujourd'hui n'est pas optimisée, n'est pas redirigée vers des secteurs porteurs. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ces financements sont plus orientés vers l'exploitation de nos matières premières, vers l'exploitation des matières extractives. Et ça, nous le savons, ce n'est pas pour nous. C'est pour les puissances étrangères qui ont besoin, mais ils n'en bénéficient pas réellement. Et souvent aussi, c'est dans des zones où nous accordons effectivement des préférences fiscales qui font que, du point de vue de la fiscalité, nous tirons peu de choses de ces exploitations. Monsieur Mamadou Ndiaye, vous l'avez entendu, beaucoup d'obstacles autour de ces financements internationaux. Est-ce que ces pays-là qui bénéficient de ces financements sont autonomes dans la réalisation des projets prioritaires?
Dans l'absolu, non, parce que dans la façon dont les financements sont libellés, il est bien évident qu'il y a une sorte de liaison entre ceux qui détiennent ces financements et les finalités qu'ils veulent imprimer à ces financements-là. Si bien donc que les États qui sont récepteurs de ces financements n'intègrent pas un peu cette donnée-là, ou alors subissent voilà, les conditionnalités qui sont octroyées par les détenteurs justement de ces financements internationaux. Mais ce que je voulais dire, c'est que ne boudons pas notre plaisir dès lors qu'il y a la disponibilité donc de ces financements internationaux. Il ne faut pas bouder le plaisir, mais ne perdons pas de vue la finalité de ces financements-là. Parce qu'à l'origine, on constate quoi? Que il y a eu de la générosité dans un certain nombre de pays dans les relations internationales, disons d'avant 1945. Il y a eu après la guerre, les deux guerres mondiales qui ont un peu bouleversé les rapports que les États entretenaient, si bien qu'il y a eu maintenant l'instauration de rapports de force. Et ces rapports de force ont été en faveur des pays qui ont vaincu l'axe que je dirais aujourd'hui l'axe du mal, sans trop de raison. Mais après maintenant, il y a eu des vues qui se sont consolidées par les vainqueurs de 1945 et qui ont voulu maintenant imposer ces vues-là à l'échelle du monde en disant sortons des financements, mettons-les à la disposition des pays qui veulent se reconstruire et ils ont comme schéma la façon dont peut-être l'Amérique a aidé l'Europe à se relever avec justement le plan Marshall. Il y a une expertise du tiers-monde qui peut d'égal à égal négocier avec ces grands financements internationaux de façon à ce qu'au moins quand même ces financements, une fois arrivés chez nous, ne soient pas orientés vers la consommation, vers des dépenses de prestige, mais plutôt vers des finalités de développement. Ce que vous dites est très important, mais également pour redresser l'économie d'un pays, quelles sont les conséquences aujourd'hui qui pourraient engendrer ces réformes pour les pays concernés? Tous ceux qui sont dans le système arrivent à se dire, posons-nous pour essayer de dépasser justement ce système de blocage. D'où les réformes. Et les réformes également sont d'inspiration libérale. Parce que depuis le consensus de Washington après 1980, les pays qui gouvernaient le monde par le biais justement du Fonds monétaire et de la Banque mondiale se sont concertés pour dire nous ne pouvons pas laisser les États fonctionner de la sorte puisque nous sommes les leaders mondiaux et des flux financiers et de la production industrielle. Par conséquent, nous pouvons agir avec ces leviers pour permettre donc au financement d'être régulé. Et c'est comme ça donc ils ont imposé des réformes à des pays faibles qui n'avaient d'autres moyens peut-être bon de survivre qu'en empruntant auprès du Fonds monétaire international, en empruntant auprès de la Banque mondiale ou bien en empruntant auprès justement du système de financement international. Si bien donc que ces dictats ont été mal orientés et en plus justement ceux qui recevaient ces dettes-là n'étaient pas des gens aussi formés aujourd'hui comme les cadres qu'on a. Si bien donc que les dictats, on procédait au dictat de façon beaucoup plus facile. Mais maintenant, les réformes pour réforme, aujourd'hui les pays africains peuvent à la limite se poser, écouter peut-être aussi les forces montantes de l'Afrique qui objectent de la façon dont on oriente justement aujourd'hui nos questions de développement, mais écouter également l'opinion publique qui est à la limite, in fine, celle qui reçoit les finalités de développement. Donc je pense que toutes ces forces d'opinion peuvent être associées à la façon dont il faut lire, n'est-ce pas, les besoins de financement, mais en même temps aussi les besoins de développement, quelles sont les priorités. Il ne s'agit plus de laisser ça simplement aux politiques ou bien aux dirigeants, mais ils doivent être à l'écoute donc des forces montantes qui elles-mêmes ont en leur sein des vues, comme disons Inda Tiers-Monde, comme peut-être d'autres des réflexions, comme des think tanks qui peuvent être associés à la réflexion. Tout à l'heure, Alioune Kane, vous avez dit que les financements internationaux contribuent au développement de l'Afrique quelque part. Et justement, il y a différents domaines. On peut parler aujourd'hui de l'agriculture, la santé, l'éducation, et j'en passe. Quelle politique faut-il mettre en place pour que les pays africains ne dépendent pas trop des financements internationaux? Alors, dans ce cadre-là, il faudrait aller vers des réformes profondes, d'abord de restructuration de nos économies, de réorientation de nos économies et de formalisation de notre secteur informel. Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avons un manque à gagner dans nos économies lié à cette informalité-là. 85 à 90% des emplois en Afrique subsaharienne sont du ressort du secteur informel. Et quand c'est le cas, vous voyez, cela joue même sur l'épargne domestique qui aurait pu permettre aussi de financer des projets à l'interne, qu'on ne puisse plus dépendre effectivement de certains financements à l'international. Mais pour que cela puisse se faire, il faudrait effectivement que nous puissions être audacieux pour une première et aller vers ces réformes profondes. Mais que nous puissions aussi nous assurer
que les financements qui nous parviennent soient accompagnés d'un transfert de technologie, soient accompagnés d'une coopération gagnant-gagnante qui puisse permettre aux pays africains d'asseoir une certaine industrialisation, mais de pouvoir se prendre en charge du point de vue économique afin d'avoir des leviers sur lesquels nous pouvons compter. Je rappelle que nous dirigeons au mois de novembre vers le sommet Chine-Afrique, le FOCAC, de l'édition 2021. C'est des cadres comme ça dans lesquels il faudrait poser de tout son poids pour que les financements qui nous parviennent soient des financements orientés non pas vers des secteurs définis au préalable par eux, les bailleurs, mais par nous-mêmes. Et que nous puissions en retour aussi réussir le défi de la gestion transparente, de la bonne gouvernance pour que ces fonds-là puissent effectivement être destinés à ce que nous sommes en train de faire. Et les autres problématiques qui se posent liées à ces financements-là, c'est des problèmes fonciers. On parlera d'agriculture, on parlera d'activités extractives, mais vous constaterez dans les différents rapports qu'on a eu quand même à parcourir que depuis le début de cette forme de coopération, le secteur privé international a acquis des terres en Afrique qui font la superficie d'un pays comme le Kenya. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les zones de tension liées à ces acquisitions-là, au déplacement de ces populations-là, aux querelles autour du foncier, ne créent pas aussi de la sérénité dans effectivement ce que nos pays sont en train de faire. Mais il n'y a pas de secret. Si nos pays veulent aujourd'hui s'affranchir un peu de ces financements internationaux-là, c'est à nos pays aussi et à nos dirigeants de dire qu'on ne peut plus bâtir des plans de relance ou de développement économique et que ces plans-là puissent dépendre à 70% des financements internationaux. Quand c'est comme ça, on augmente le niveau d'endettement de nos pays et on retourne dans un cercle vicieux qui puisse effectivement nous mettre dans une situation où, des années après, on est là encore à quémander ou à demander l'annulation des dettes. D'où l'importance d'associer justement les acteurs du secteur privé. Et je me tourne vers vous, Monsieur Mamadou Ndiaye. On voit bien que la plupart des pays africains collaborent avec les investisseurs internationaux plutôt que les locaux. Comment éviter cela? Comment changer en fait cette tendance? Moi je pense qu'il y a des initiatives isolées ici ou là, mais quand on regarde le but poursuivi par ces initiatives, on peut nourrir un espoir qu'il y aurait prochainement convergence entre donc, ces différentes initiatives qui sont menées en Afrique australe, en Afrique centrale et dans une moindre mesure aussi peut-être dans le Maghreb. Mais quand on regarde également l'agenda 2063 de l'Union africaine qui dit qu'il faut qu'il y ait des corridors. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que les économies soient intégrées. Troisièmement, il faut que la priorité soit à la production locale, à l'industrialisation des pays par zone et par aire géographique. C'est important. Peut-être que pour le moment, c'est au niveau théorique. Mais au moins, comme il y a une évolution de la perception des priorités en Afrique et aujourd'hui de façon convergente. Mieux, ils pensent que aussi un certain nombre de capitaux existent en Afrique. En plus, justement, des capitaux maintenant qui dorment dans les pays occidentaux. Quand on associe ces deux, ça crée une force capitalistique qui pourrait être réinjectée maintenant sans peut-être recourir donc, au financement international. Mais même le financement international, il ne représente que 0,07% du PIB justement de ces pays-là. Donc, eux, ils peuvent dormir et ne pas considérer qu'en vérité, ils aident même les pays africains. Or, ceux qui gèrent ces institutions et qui relaient donc le financement obtenu auprès de ces pays occidentaux, c'est eux maintenant qui agitent des leviers pour nous coltiner la vie, pour nous mener une vie difficile chez nous. Mais la riposte à cela, c'est une riposte habile et intelligente. Ce n'est pas une riposte par les biceps. Il faut faire fonctionner justement nos intelligences, faire converger avec beaucoup d'habileté nos intelligences collectives pour essayer de répondre justement aux doléances d'abord des pays africains, mais aussi des populations africaines. Les productions vacillent, les prix vacillent, et plus personne justement n'a accès à ces produits-là. Or, il faut inverser l'ordre des priorités et mettre maintenant l'accent sur ce qui peut donner de l'impulsion aux économies africaines par le biais de l'industrialisation, comme l'a dit Mounirou, parce qu'il y a des forces capitalistiques africaines qui, si elles sont mobilisées, et en plus de là maintenant, si on assoit des politiques de confiance, parce qu'après tout, que ce soit les financements, les banques, les compagnies d'assurance ou les échanges commerciaux, il faut de la confiance. Si on ne l'a pas, eh bien, on ne peut pas installer cela. Et ces pays à revenus intermédiaires ont de l'expérience. Il faudrait justement échanger avec d'autres pays. Et accepter qu'il y ait des locomotives. Parce que c'est là aussi les Africains pêchent. Parce que quand on est dans une union régionale, il faut qu'on accepte peut-être qu'il y a un pays qui domine le marché.
c'est-à-dire que de façon tout à fait sportive, qu'on accepte peut-être que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le pays dont 40% peut-être constitue le PIB donc de l'UEMOA, et qu'à une échelle plus grande, c'est peut-être le Nigeria, et à une autre échelle beaucoup plus grande, peut-être on verrait entre le Nigeria, l'Éthiopie, l'Éthiopie, mais aussi peut-être l'Afrique du Sud. Donc, les Africains doivent aujourd'hui maintenant intégrer cette variable, qui est elle-même peut-être, à la limite, un élément clé qui pourrait nous permettre donc d'avoir des forces qui demain face à l'Asie qui est en train de s'organiser, face à l'Amérique latine qui est en train de s'organiser, face à l'Europe qui s'est déjà organisée, et à l'Amérique également qui veut aujourd'hui amorcer un retour sur la scène internationale. Mais il nous faut avoir donc des forces d'impulsion qui nous permettent de résister et d'être résilients. Alors, les Africains doivent jouer leur rôle, surtout, on va parler du secteur privé. Avec vous, toujours, Monsieur Alioune Kane, quel devait être le rôle du secteur privé, justement, des secteurs privés africains dans le financement de leurs économies? C'est d'abord de prendre leurs responsabilités première, parce que ce que nous constatons malheureusement aujourd'hui dans nos pays, c'est que le secteur privé n'est pas assez audacieux. Ce n'est pas un secteur privé aujourd'hui qui, comme on a coutume de le voir, est dans l'action. Mais cela aussi part d'un manque de vision et de volonté de nos chefs d'État le plus souvent. Aujourd'hui, certains pays comme le Maroc l'ont compris. Le roi Mohamed VI, quand il voyage, il part avec les champions de son économie, qui quand ils arrivent dans un pays, ils gagnent des marchés, ils installent, et cela rend leur secteur privé assez fort, assez influent. Aujourd'hui, vous voyez au Sénégal, tout ce qui est institut bancaire, tout ce qui est assurance, c'est géré par les Marocains. Ça, c'est la diplomatie économique qui aide le secteur privé aussi à franchir un pas. Et je pense que le levier... Qui avantage quelque part le Sénégal aussi. Oui, qui avantage le Sénégal quelque part, mais qui avantage plus le Maroc, qui étale ses tentacules un peu partout et qui, de ce fait, diversifie un peu ses économies et ses éléments de ressources. Ce qui aussi peut être le cas pour le Sénégal. Dans le cas, par exemple, du BTP, où le Sénégal aussi a des champions de grandes entreprises qui, soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, effectivement, font de bonnes choses. Mais il faut que les pouvoirs publics comprennent aussi qu'aujourd'hui, via la diplomatie économique, on peut soutenir le secteur privé à être mieux outillé, mais aussi à pouvoir faire face aux réalités du monde. Le secteur privé de 1990-1995 ne peut pas être aujourd'hui le même secteur privé que 2021. Parce que l'Internet est passé par là, parce que l'électronique est passée par là, parce que l'intelligence artificielle est passée par là. C'est autant de défis qui font effectivement que nous n'avons pas de choix que de nous adapter par rapport aux réalités du monde et que de faire en sorte effectivement que nous puissions, en tant que secteur privé, avoir ces leviers-là. Je donne un exemple. Si aujourd'hui nous avons besoin au Sénégal de construire une voie ferrée, est-ce que nous avons un secteur privé qui est capable du point de vue capacité, compétence, de réaliser de tels ouvrages? On sera obligé de faire appel effectivement au secteur privé international. Et même quand c'est le cas, il y a des niveaux de participation minimal au minimum du moins qu'on doit exiger, et même si on les exige aujourd'hui, est-ce que notre secteur privé encore a les capacités et les outils pour le faire? C'est comme avec la réalisation de l'autoroute à péage, la construction de l'aéroport international Blaise Diagne. C'est des choses qui ont été données effectivement au secteur privé international. Nous avons aujourd'hui l'obligation de faire en sorte de capaciter notre secteur privé. Il y a effectivement pour le cas du Sénégal. Pour le cas du Sénégal, mais un peu partout en Afrique. Oui. Ça, c'est une maladie qu'on peut circonscrire en Afrique, au Sénégal du moins, mais qu'on peut généraliser dans beaucoup de pays africains parce que les secteurs privés ont les mêmes caractéristiques. Et cela part par les caractéristiques d'abord économiques de nos pays. Alors, monsieur, nous ne sommes pas assez dans l'innovation. Et ça, vous voulez réagir? Oui, non, abonder dans le même sens que lui, parce que pour apporter justement un élément de précision. Vous savez, il a évoqué donc la stratégie du Maroc pour essayer peut-être de diffuser son pouvoir, son savoir-faire, mais son pouvoir également en Afrique. Mais parce qu'ils ont observé que, a priori, il n'y a rien, qu'il n'y a pas de force qui résiste justement à la pénétration du Maroc. Ça, c'est un aspect. Mais le deuxième, ce que fait le roi du Maroc, mais le président du Sénégal le fait, quand il va en voyage, il embarque dans son avion plein d'hommes d'affaires. La différence maintenant, elle se joue à un autre niveau. La différence se joue au niveau où, quand au Maroc, le roi décide de faire un périple en Afrique, c'est-à-dire qu'il trace d'abord son itinéraire. Il regarde et ensuite il discute justement avec toutes les forces intellectuelles du Maroc, avec toutes les forces d'impulsion, de dynamisme, avec les détenteurs du pouvoir d'argent. Mais le vrai détenteur du pouvoir au Maroc, c'est évidemment le roi, parce qu'il est le leader. On est d'accord. Mais au Sénégal, par exemple, le président, il veut voyager dans une semaine.
c'est à moins de 48 heures qu'on invite peut-être ici ou là quelques petits patrons. Et c'est eux-là même qui Puisqu'on parle du Sénégal, on va y rester. Oui. Il y a environ 4 mois, le Sénégal et la Banque mondiale ont signé 2 accords de financement pour la création des emplois, également, je veux dire, lutter contre les inondations. Les 2 accords s'élèvent à hauteur de 150 milliards de francs CFA. Justement, quelle appréciation faites-vous de ce genre de financement? Je suis, peut-être avec l'âge, maintenant je suis devenu moins enthousiaste, surtout pour ce qui touche justement à la Banque mondiale. Suivez mon regard. La Banque mondiale était perçue à l'origine comme étant une banque qui redresse les économies, qui aide les économies donc à se consolider et puis ensuite à se passer de la Banque mondiale. C'est important, à se passer de la Banque mondiale à un moment donné. Mais aujourd'hui, tous les pays ne peuvent plus se passer parce que simplement les conditions sont telles que les pays sont obligés, même à la fin effectivement du premier cycle d'endettement, de revenir également en ouvrant un second cycle de négociation avec la Banque mondiale. Et puis plus grave, la Banque mondiale avait en son sein une branche qui appréciait le niveau de performance des pays africains en disant « vous faites du business, vous faites du doing business, donc on va maintenant essayer de vous noter ». Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est récemment la banque elle-même, l'institution mondiale du financement du développement, qui est arrivée sous la pression évidemment maintenant des forces oppositionnelles à travers le monde. Je vois M. Kansouri. Ces forces ont obligé la Banque mondiale à dire mais cet institut qui est en mon sein, mais c'est un monstre, le doing business. Parce que d'abord, le classement, il pose même problème. Moi, j'ai investi quelque part, on me dit que peut-être bon, l'investissement que j'ai mis dans ce pays-là, au résultat du classement, ça n'apparaît pas. Donc, on était en train donc de manipuler des données pour permettre à certains pays d'être mieux arrangés, à d'autres de l'être moins, et ainsi de suite. Finalement, le doing business, c'était du pipeau, c'était du faux. Donc, c'est presque la Banque mondiale elle-même qui était justement dans la fausseté. Et par conséquent, si aujourd'hui il y a des pays qui s'alignent derrière la Banque mondiale, je ne vois pas d'enthousiasme à s'aligner derrière la Banque mondiale parce que la Banque mondiale a rentabilisé N fois, n'est-ce pas, son capital initial. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est simplement peut-être de faire de la gymnastique avec les capitaux qu'ils détiennent. Mais progressivement, les pays s'en débarrassent. Vous savez, le Chili a été peut-être à la nasse économique. Le Chili était dans la récession économique, le Brésil était dans la récession économique, et peut-être même à un moment donné, le Japon également était dans la récession économique. Mais ces 3 pays, pour ne pas en citer d'autres, ont décidé de ne pas recourir à la Banque mondiale pour essayer de redresser leurs économies. Pourquoi? Parce que la pertinence n'est plus justement du côté de Bretton Woods. Justement, tout à l'heure, il parlait de la Banque mondiale. Cette institution suscite beaucoup de critiques dans le sens où vous avez parlé de la publication de son dernier rapport et même en raison des dommages que ces interventions font subir des populations. Aujourd'hui, quel est l'avenir justement pour cette institution, hein? Bon, je serais assez prétentieux de parler de l'avenir de la Banque mondiale, mais je voulais rebondir quand même sur quelques aspects. Le premier d'abord aspect, c'est qu'il faut concevoir que nos hommes d'affaires aussi sont plus prompts à voyager sur Paris, sur l'Europe, sur l'Amérique, que d'accompagner notre chef d'État au niveau de l'Afrique, pour aller conquérir des marchés au niveau africain. Et ça pose des problèmes de mentalité de notre propre secteur privé. La deuxième chose que je voudrais préciser aussi, c'est que dans la suppression de doing business, mais la Banque mondiale a déjà fait le travail. Le doing business, l'objectif phare, c'était d'amener certains pays africains à aller vers des réformes profondes de leur climat des affaires pour permettre effectivement aux capitaux étrangers, aux investisseurs étrangers qui vont venir, de trouver un climat assaini pouvant leur permettre d'investir et de rentabiliser leur investissement. Et depuis presque 10 ans, ces réformes ont été faites un peu partout en Afrique et la banque a compris aujourd'hui que le doing business qui a tout le temps été critiqué est arrivé à un point où effectivement sa suppression ne poserait plus problème parce que la plupart des réformes ayant déjà été adoptées dans ces pays-là. L'avenir de la Banque mondiale, moi j'ai aimé un pays comme le Ghana qui aussi, ne se passe maintenant du FMI et des organisations telles que, ces organisations, ça ne développe pas. C'est des organisations déjà que même quand elles vous financent, elles vous disent, voilà comment nous concevons la chose. Le continent africain doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, nous avons une banque africaine de développement, renforçons-la. Nous avons une initiative continentale qui est la zone de libre-échange continentale qui, à terme, peut permettre au continent africain d'élever son niveau de commerce intra-africain de 15% à 22%, ensuite de 22% à 50%.
il faut mettre les moyens sur ça. Il a tout à l'heure parlé de l'agenda 2063 avec les projets de construction de corridors pour développer un peu le commerce intra-africain. Le programme, le PIDA, qui est un programme d'infrastructure et de développement qui a été pensé et qui aujourd'hui se trouve vers 51 projets phares qu'il faut réaliser au niveau continental, mais il faut le faire. Parce que ces projets-là, c'est la construction de réseaux ferroviaires, c'est la construction de gazoducs, c'est pour permettre que les échanges au niveau africain puissent effectivement se faire. Et si vous avez parlé de la Banque africaine de développement, je vais juste rappeler, le président de la Banque mondiale a déclaré que les banques multilatérales de développement, dont la Banque africaine de développement, octroient facilement les prêts et cela aggrave même les problèmes d'endettement en Afrique. Et oui, vous voulez réagir justement? Allez-y. Qu'ils le disent pour peut-être orienter justement les gens vers leurs institutions. Faisons attention à cela. C'est parce que la plupart des pays africains ont été victimes, n'est-ce pas, de cette séduction à l'époque. Le secteur privé, quand on en parle aujourd'hui, moi, fondamentalement, je me dis, parce que j'ai sillonné l'Afrique quand même, sans prétention aucune, en tant que journaliste reporter, j'ai fait un certain nombre de pays africains, 2, 3, 4 fois. Mais je me suis rendu compte que le secteur privé africain, il est encore faible. Il est d'autant plus faible qu'il est dans des couloirs, dans des cloisonnements. C'est-à-dire, tenez, le cimentier nigérian qui est au Sénégal. Pensez-vous que c'est le gouvernement du Nigeria qui est venu justement avec armée bagages pour accompagner M. Dangote au Sénégal et accessoirement en Angola et puis peut-être en Côte d'Ivoire et en Éthiopie? Non, c'est le monsieur qui, en sillonnant ces pays, a regardé peut-être les opportunités qu'il peut injecter dans ces pays-là et ensuite il a regardé maintenant d'abord les opportunités d'affaires, mais en même temps aussi il a regardé peut-être si le climat des affaires est intéressant. Lui, en plus des notes que lui pondent ses conseillers, ses amis ou peut-être les institutions, il se fonde sur son flair. Or, le secteur privé, ce qui doit l'amener à être audacieux et incisif, c'est d'abord le flair. C'est le sens des affaires, le sens du business. Ne pas dépendre justement de l'institutionnel. L'institutionnel inhibe le secteur privé. Le secteur privé doit s'en détacher et ne plus être justement comme une instance pleureuse. Le secteur privé doit être un secteur d'impulsion, d'innovation, de créativité. Et puis en même temps, le secteur privé doit agréger les moyens financiers. Son rôle. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. À l'instant, Mamadou Ndiaye, vous êtes journaliste, directeur de publication de immedia.sn. Vous êtes également spécialiste des questions économiques. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Samy. Mounirou Alioune Ken, vous êtes économiste, chargé de projet à Enda Kassid, centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Nous avons eu un débat très riche et fructueux et nous espérons que le secteur privé africain prendra son envol pour le bien-être de l'Afrique. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur Midi 1 et prenez soin de vous.